Bonjour, bienvenue, c'est le 8e numéro de l'ESC Made in France, ici Frédéric, votre présentateur, aujourd'hui accompagné par Adil. Bonjour Adil. Bonjour. Corentin, bonjour Corentin. Salut. Salut. Et enfin Arthur, qui n'en a pas manqué une. Bonjour Arthur, bonsoir, bienvenue. Alors le programme du jour aujourd'hui, c'est les infos comme d'habitude, avec 5 petits points à traiter. Et notamment des points sur le JESC qui se rapproche ou ne se rapproche pas. Alors, c'est le doute qui plane sur la tête de tout le monde, telle une épée de Damoclès. Et voilà. Et ensuite, on aura le quiz comme d'habitude, qui est en lien avec les infos qui sont tombées cette semaine. Et en troisième partie, aujourd'hui, on va parler de l'histoire des finales nationales françaises pour l'Eurovision. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les news. Ok, donc cette semaine dans les news, la première info qu'on voudrait traiter évidemment étant un podcast de fans français, c'est le fait que France 2 ait décidé de faire de Stéphane Bern, je cite entre guillemets, une figure de l'Eurovision, si c'est bien ce qui avait été dit. C'est la patronne des programmes de France 2 qui l'a décidé. Alors c'est un choix, comme on dit. Stéphane Bern qui fait les commentaires de la France depuis maintenant 5 ans. Je crois que c'est 2015 qu'il avait repris. Il avait fait une fois en 2010 et puis là il a repris depuis 2015 et il est dessus. Quelqu'un a une opinion là-dessus? On commence par Adil. Je pense que Stéphane Bern pourrait aussi découvrir des petits morceaux d'histoire du patrimoine pour la ville haute de chaque année comme Lisbonne, Tel Aviv. Je trouve que ce serait intéressant. Et par rapport quand il a été sélectionné pour animer la sélection, je pense pourquoi pas. Il a eu l'expérience des commentateurs avec Hanouna, Marianne James, donc je dis pourquoi pas. Mais bon, après, c'est pas l'animateur qui compte, c'est les chansons. Oui, c'est une bonne c'est une bonne conclusion à ta réaction, Adil. Arthur. Oui, alors beaucoup de gens ont gueulé face à cette information. Mais moi franchement, je suis un petit peu attaché à Stéphane Bern. Je trouve ça normal qu'il devienne la figure de la France parce qu'il commande depuis pas mal de temps déjà. Donc oui, je trouvais ça normal. Et puis j'aime bien Stéphane Bern, surtout quand il nous fait des petites anecdotes historiques chaque soir de l'Eurovision. Bon, dernièrement avec 2020, il était pas ouf, mais bon, ça arrive de faire des erreurs. Ok, en fait, moi, ça m'embête un peu que Corentin ait choisi de ne pas participer sur, sur ce point-là, parce que je suis un peu le loup blanc, entre guillemets, le mauvais petit canard. C'est moi qui ai des mauvaises choses à dire là-dessus. Je trouve que c'est une mauvaise idée pour faire simple. Je vais être cash, je vais le dire comme je disais sur Twitter, on n'est plus en 99. L'Eurovision, ça s'est modernisé. C'est entre guillemets branché, ça vise un public jeune. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dessus, sur les réseaux sociaux, vraiment pour élargir cette partie-là du public et l'initier. Et je trouve que Stéphane Bern, il est aux antipodes de tout ça. On l'a eu en 2010, on l'a eu en 2015 et jusqu'à cette année, même pour c'était Europe Shine Light. Et je pense qu'il est temps vraiment de changer. Moi, je pensais qu'avec cette nouvelle finale nationale, ce serait un vrai renouveau de la part de France 2. Un excellent moyen d'incarner ce renouveau, ça aurait été de choisir quelqu'un comme Daphné Burki. Mais maintenir Stéphane Bern comme ça le fera pas. Après, évidemment, Adil tient un très bon point en disant que c'est pas ça le plus important, mais ça passe quand même par l'image qu'on veut donner, qu'on veut se donner, qu'on donne au public.
quand on présente une chanson comme ça à l'Eurovision, c'est un ensemble de choses dont l'image fait fortement partie. Deuxième point de l'actualité qu'on voulait traiter cette semaine, c'était les informations concernant la sélection. Alors là, on reste en France aussi, c'est pour la sélection du junior du JESC, donc l'Eurovision Junior. On sait que France 2 va faire son choix et présenter la chanson en septembre. C'est plus ou moins ce qui s'était passé, s'il me semble, et si je me souviens bien, les 2 dernières années. On va rester, alors cette fois-ci on va bouger, on n'est plus en France, mais c'est toujours concernant le junior Eurovision, l'Eurovision Junior, c'est l'Australie et le Pays de Galles, pardon, qui se retirent. C'est un peu dommage, mais voilà, ils ont annoncé tous les deux que c'est pour les problèmes sanitaires que l'on connaît aujourd'hui. Et donc on avait un petit peu, ça commençait un petit peu à faire planer le doute. Et c'est pas très rassurant, on va le dire. Effectivement, ça fait peur de voir des pays qui se retirent pour cause de pandémie. Mais finalement, après réflexion, je me dis que après l'annulation de 2020, je pense qu'ils font tout pour que ça ne se reproduise pas. Oui. Et le fait notamment que ce soit en studio à Varsovie cette année, ça va beaucoup aider. Oui. Quand on y pense, avec toutes les informations au niveau Covid qui sont tombées cette semaine, et on se rend compte que même si une deuxième vague devait arriver, tout est fait pour éviter vraiment les grands confinements nationaux qu'on a pu avoir au printemps. Et donc, le truc, c'est que du coup, voilà, on a des confinements locaux, mais concernant les événements, on essaye vraiment de pallier à ce qu'il n'y ait plus d'annulation. Et donc, voilà, ça nous donne un concours en studio. Ça laisse de fortes chances à ce que ça se produise toujours, deuxième vague ou pas, finalement. Corentin, tu voulais dire un truc là-dessus? Bah ouais, je trouve quand même ça inquiétant. Tu dis, l'UR va tout faire pour essayer de maintenir ce concours après l'annulation du concours adulte plutôt cette année. Je sais pas, j'ai pas entendu dire ça. Pour le coup, j'ai entendu dire on fera tout pour avoir un concours l'an prochain en mai 2021. Mm-hmm. Ils ont rien dit pour l'Eurovision Junior. C'est vrai que le risque de seconde vague semble assez fort. Ça commence à monter dans pas mal de pays d'Europe. Ouais. Et ça, oui, forcément, ça va être inquiétant. Enfin, si on se retrouve avec tous les pays sauf 8 qui disent ah bah non, je viens pas, est-ce que le concours va vraiment se tenir? Oui, c'est ça. Après, c'est l'histoire de. Je sais pas, c'est pas rassurant. C'est une histoire de chiffres. C'est clair que s'ils sont même pas 10, ça va un peu compromettre le truc. Mais voilà, encore une fois, niveau Covid, confinement et même d'un point de vue général et économique, une nouvelle vision, en gros, de l'organisation de ça va être faite pour justement éviter des annulations d'événements. Bon, après, on verra. Hein, on verra. On est encore à plusieurs mois de la tenue du junior. On va maintenant passer à l'Eurovision Junior et donc on va parler d'Italie. Bon, il n'y a pas de lien direct, mais évidemment c'est Sanremo hein, qui sélectionne la chanson pour l'Eurovision en Italie. Et donc là, encore une fois, lié à la crise sanitaire qu'on connaît, c'est les dates de Sanremo qui sont décalées pour 2021. Donc pour la première fois, il me semble bien de l'histoire. Alors j'ai pas vérifié toutes les dates, toutes les années précédentes, mais il me semble que c'est la première fois que le festival Sanremo sera tenu aussi tard. Donc je crois, si je me souviens bien des dates, c'est du 2 au 6 mars. Alors, quelqu'un voulait réagir là-dessus. Adil, tu avais quelque chose à dire là-dessus sur le... En fait, c'est la première fois depuis que je suis un petit peu le Sanremo que ça tient pas à la mi-février. Parce qu'en général, quand il n'y a pas les trucs du coronavirus, événements exceptionnels, ça c'est en février. Là, on est en mars et ça va peut-être réduire le temps de faire une version 3 minutes. Hein.
Et en fait, j'ai un petit message personnel au diffuseur, directeur des Sanremo et de la RAI. Arrêtez de mettre des rotés de jus d'Anthrax qui durent trop longtemps. On n'est pas dans un épisode d'animé. En fait, ça, c'est le truc, je pense, un des trucs que tu verras jamais changer en Italie, c'est les entractes super longs parce que ça fait partie, limite, de Sanremo encore plus que la compétition elle-même. Donc, pour revenir aux dates, c'est vrai que ça a été principalement dans l'histoire du concours des 70 ans de Sanremo en février. Alors, j'ai vu quelques années, surtout au début où t'en avais c'était fin janvier, et c'est allé jusqu'à fin février, genre en 70, j'ai vu des dates, c'était 26-28 février. Donc voilà, il aura fallu une épidémie mondiale pour que finalement ça passe en mars. Dernière info qu'on voulait traiter cette semaine, on voulait vous parler des Pays-Bas. Alors on retourne aux juniors. En fait, on a mal classé nos informations parce que du coup, si on veut parler tout du junior d'un coup, on aurait dû mieux regrouper ça. Enfin, peu importe. On repasse aux juniors et donc aux Pays-Bas qui ont leurs 4 chansons déjà pour la sélection nationale du junior. Et donc là, pour cette information-là, ce sera une spéciale Arthur, parce qu'il est le seul à avoir écouté déjà les chansons de nos 4. Arthur, on t'écoute. C'est pas ouf. C'est pas ouf, d'accord. Merci Arthur. Alors c'est quoi? Moi j'ai rien vu du tout. Alors est-ce que tu peux nous donner les titres déjà si tu les as devant toi? Oula, alors je n'ai pas les titres, il me semble. Attends, je vais aller chercher ça. Alors la première chanson qui est sortie, c'est un boys band. Il s'appelle T-Square avec la chanson Count on Me. Ensuite c'était un duo de filles. Jackie et Janae avec la chanson It's You and Me. Ensuite ils ont sorti Unity avec leur chanson Best Friend. Et enfin ils ont sorti c'est la seule qui est toute seule, lol, c'est Robin avec la chanson Me. Donc c'est tout pour les informations de cette semaine. Allez, on va passer au quiz. C'est parti. Donc, le quiz cette semaine, et comme toutes les semaines, c'est des questions liées aux informations qu'on a traitées. Donc, préparez-vous psychologiquement, il y a une question traître qui va tous vous tomber dessus. Donc, première question pour toi, Adil. On parle dans les news de la finale nationale en France. Est-ce que, bon, avec Garou, ce sera trop facile, donc enlève, ne compte pas Garou. Peux-tu me donner un nom, le nom d'une personne qui a présenté une finale nationale en France? Julien Lepers, bonne réponse, ça te fait un point, Adil. Corentin, est-ce que tu peux me donner le nom de la première chanson qui a représenté la France à l'Eurovision Junior? Alors, il s'appelait Thomas, et la chanson s'appelait Si on voulait bien. Troisième question pour toi, Arthur, justement, on va voir si tu la connais, celle-là de réponse. Ouais. Quel est le meilleur classement de l'Australie à l'Eurovision Junior? Je crois que c'est deuxième. Non, c'est pas ça, c'est troisième. Ok, bah tu l'as pas eu, tant pis, allez. Ça fait pas de point pour Arthur. Question suivante. Pour toi, Adil, quelle est la première ville à avoir reçu l'Eurovision Junior? Je passe. C'est Copenhague. Corentin, peux-tu me dire le nom d'une personne ayant présenté la finale nationale en France? Foucault. Jean-Pierre Foucault, merci beaucoup. Bonne réponse. C'était dans les années 80, Jean-Pierre Foucault. On revient à Arthur. Peux-tu me dire, Arthur, le nom d'une personne ayant représenté l'Italie à l'Eurovision qui a également présenté Sanremo? D'accord. Francesco Gamani? Non, il n'a pas présenté Sanremo, mais en fait, j'allais t'aider en te disant, il y en a une qui l'a fait, entre guillemets, relativement récemment, c'était Emma Marrone.
qui a représenté l'Italie en 2014 et elle faisait partie des présentateurs en 2015. Adil, dernière chance pour toi de marquer un point, un deuxième point en l'occurrence. Peux-tu me dire le slogan? Alors ça c'est vraiment vicieux pour le coup. Si tu savais pas c'était quoi la première ville qui a reçu l'Eurovision Junior, tu sauras pas ça. Mais bon, on va quand même tenter, on sait jamais. Le slogan de l'Eurovision Junior en 2008. Aucune idée. Alors c'était à Chypre et c'était Fun in the Sun. Corentin, peux-tu me dire combien de villes parmi celles qui ont reçu l'Eurovision Junior étaient des capitales de leur pays? Non, je vais pas tricher. Il y a eu 16 Eurovision Junior, je dis pas de bêtises. 17 si on compte... oui, je crois que c'est 17. Moi, j'ai compté 17. Alors, peut-être que j'ai mal compté. Entre 2003 et 2019. J'ai pas compté 2020. D'accord. 9. C'était 10. T'es pas sérieux. Oui, c'était 10. Ensuite, donc dernière question pour toi, Arthur. Le nom d'une personne qui a présenté une finale nationale en France. Natacha Saint-Pierre. Très bonne réponse, oui, c'était la dernière d'ailleurs, avant Garou. Bravo. Donc ça te fait aussi un point. Donc je crois que vous aurez tous marqué un point au final. Hein. Félicitations à tous et on va passer à la troisième partie de ce programme qui va se concentrer sur l'histoire des finales nationales en France. L'histoire des finales nationales en France pour l'Eurovision, ça commence justement par quelque chose de très chaotique. Quelque chose qu'on trouve sur Wikipédia dans la forme de on ne sait même pas si c'était vraiment une finale nationale ou pas, ou si c'était une sélection interne, tellement c'était chaotique. Ça s'appelait 7 villes, une chanson, donc pour la sélection française 1957, pour vous donner plus de détails. Et donc je ne sais pas si vous êtes allé voir vous les articles par curiosité, c'est très particulier. Alors on avait plusieurs chansons chaque semaine qui étaient présentes. Enfin, c'était pas vraiment régulier en fait le rythme de diffusion de ce programme. Et donc dans les 7 villes en question, on avait un membre du jury qui votait pour sa chanson préférée dans chaque programme. Et donc sur la version anglaise de la page Wikipédia, on nous dit carrément que ce programme était fait de décisions et de règles douteuses qui changeaient sans arrêt. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop finalement si c'était une vraie sélection nationale, sachant qu'en plus le dernier programme s'est fait 3 jours avant le vrai concours Eurovision et que du coup la chanson, elle, évidemment, avait été choisie bien avant que le programme se termine. On était les Biélorusses de l'époque. Exactement. Alors bon, nous c'était en 57, eux c'était encore il y a quelques années, donc on va dire qu'on a avancé depuis. mais ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a une pratique qui s'est faite cette année-là et qui se faisait pas mal dans les années 50-60 et pas qu'en France. C'est-à-dire que la personne qui en gros avait interprété dans la finale nationale la chanson qui a représenté la France, La Belle Amour, qui avait fini 2e à l'Eurovision, c'était Josette Privat, et à l'Eurovision cette chanson a été interprétée, comme on le sait, par Paul Desjardins. Donc voilà un peu pour le chaotisme dans lequel, je sais pas si ça se dit vraiment le chaotisme, enfin, le chaos plutôt, c'est plus français, le chaos dans lequel la première finale nationale de l'histoire en France s'est faite. Sachant qu'il y en a eu plus d'une vingtaine sur à peu près une soixantaine de participations à l'Eurovision en France, on peut dire en gros, avec un tel début et donc un nombre assez minoritaire finalement d'années où on a fait des finales nationales, que c'est un peu une histoire de je t'aime moi non plus. C'est comme ça que je résumerai le truc. Donc après, si on avance dans l'histoire, là c'est un peu plus organisé. Et donc en 58 direct, on passe à un système un peu comme on en a vu dans plusieurs pays, à l'allemande par exemple, comme ils ont fait avec l'ENA en 2011, c'est-à-dire qu'on avait choisi déjà un artiste de base en interne à qui on a refourgué 4 chansons qui devaient interpréter. Donc en 58, on sait tous la première victoire française, André Claveau, donc il avait 4 chansons interprétées et donc il y a un choix qui s'est fait sur une de ces 4 chansons. Là, il n'y a pas eu de problème de règles, que ce soit dans les dates ou dans l'organisation, c'était clair et assez net.
La prochaine finale nationale après 58, c'était en 61. Alors 61, pour le coup, je conseillerais à tous les fans français de jeter un œil parce que c'est extrêmement intéressant. C'est, on va dire, un petit peu, quelque part, surtout on va dire dans le système de vote, l'ancêtre, ou oui, du Melody Festivalen, c'est-à-dire que cette année-là, on a quelque chose dont tous les fans français, peut-être ou la plupart des fans français rêveraient qu'on ait dans notre nouvelle finale nationale. Alors c'était pas un jury international, mais c'était en fait une douzaine de villes qui avaient chacun leur jury. Donc c'était des antennes locales de la télévision française. Et donc c'était des journalistes ou des membres de chacune de ces antennes locales qui votaient pour leur chanson préférée. Alors, en détail, cette année-là, il y avait 6 chansons en compétition. On sait tous que c'est Printemps, Avril Carillon qui avait représenté la France par Jean-Paul Mouric en 61. Il y avait information intéressante, Isabelle Aubray aussi, qui était en compétition déjà cette année-là, un an avant qu'elle y aille et qu'elle gagne. Et donc, parmi les équipes qui votaient, entre guillemets, les différentes villes qui ont participé à cette sélection, qui avaient chacune donc un jury. On a eu par exemple Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Paris, et même, alors fait curieux, à l'époque, comme l'Algérie était encore française, on avait Alger dans les villes que du coup les animateurs avaient appelées pour faire les votes. Après, le système de vote en lui-même est pas aussi clairement établi que le Melody Festival de nos jours ou l'Eurovision, parce que en fonction des villes, alors je crois qu'ils avaient un nombre spécifique de votes accordés au total sur une ville, mais ils pouvaient ensuite étaler leurs points comme ils voulaient. Parce que par exemple, Paris a donné à sa chanson préférée 30 points, et Alger a donné à sa chanson préférée 15 points. Donc c'était à eux vraiment de décider comment ils voulaient étaler leur vote. Voilà. Pour avancer, la suite, il n'y a pas eu... Alors c'est ça qui est curieux, après 61, je pense que ça a dû les traumatiser niveau organisation et peut-être même logistique ou niveau technique de faire un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas eu d'autres finales nationales jusqu'en 1970, donc 9 ans sans sélection nationale. Et donc, en 1970, autre système intéressant, c'est une émission qui s'appelait Musicolor. Et donc là, c'était un système à la hongroise, à la Hadal. On a eu 4 quarts de finale où 4 chansons étaient en compétition dans chacun de ces quarts de finale. Des qualifications pour 2 demi-finales et ensuite une finale où la chanson française a été sélectionnée. Et donc, comme on le sait, c'était Marie Blanche en 1970. Donc, système intéressant où là, encore une fois, peut-être qu'on a été, sans le savoir, précurseur d'un format qui est toujours utilisé dans d'autres pays de nos jours. 73, cette fois-ci. Alors, c'était une nouvelle fois un petit peu chaotique pour le coup. Parce qu'en 73, on a eu plusieurs artistes qui présentaient plusieurs chansons. Alors pour être exact, on a eu 3 artistes. Martine Clémenceau, Anne-Marie Godard, Jean-Pierre Savelli. Martine Clémenceau et Anne-Marie Godard avaient... Alors Martine Clémenceau, elle avait 3 chansons, donc d'autant plus de chances de gagner. D'ailleurs, c'est elle qui a gagné. Anne-Marie Godard qui avait 2 chansons et Jean-Pierre Savelli qui avait 1 chanson. Là, c'est un jury d'experts qui a choisi la chanson. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les 3 candidats, la deuxième, Anne-Marie Godard, avait représenté Monaco l'année d'avant. Et elle s'était pas particulièrement démarquée. Donc je sais pas pourquoi elle avait été invitée à représenter la France. Hein. Bon, après... c'est des questions comme ça qu'on peut se poser sur l'histoire des finales nationales. Quand on continue dans les années 70, on commence à avoir un petit peu plus de stabilité, donc on a laissé tomber un peu ce format chaotique où le nombre de chansons par artiste qui se présentait était aléatoire, et là on est vraiment rentré dans un cadre clair et précis. C'était les années T1 fin, on va dire, voilà, parce que avant T1 fin c'était l'ORTF, et donc T1 fin c'était vraiment à partir de 75-76, donc ils ont réussi à établir un cadre. Ça s'appelait d'ailleurs, il y avait un titre précis ces années-là, si je me souviens bien, en vérifiant rapidement, je crois que c'était le grand concours de la chanson française, quelque chose comme ça. Et donc, entre 76 et 78, puis en 80,
c'était 2 demi-finales en fonction des années, 7, 8 ou 9 chansons chacune, et une finale de 6 à 8 chansons. Et donc là, le vote se faisait vraiment par téléphone déjà à l'époque. Les gens appelaient et votaient simplement pour leur chanson préférée. Donc un cadre simplement établi et qui a porté ses preuves, parce que entre 76, 78 et 80, on a eu quand même de bons classements, sachant qu'on avait gagné avec Marie-Myriam notamment. Et c'est une période où on a eu aussi une présentatrice plus ou moins fixe, puisque c'était Evelyne Leclerc entre 76 et 78 qui présentait. Bon, après, elle avait été accompagnée d'Enrico Macias, d'Emis Roussos, Patrick Sébastien déjà à l'époque, ou Yves Lecoq. Mais c'était elle vraiment qui tenait les rênes du programme. Et fait curieux, c'est notre présentatrice météo préférée, Evelyne Delia, qui avait présenté la finale nationale française en 1980. Par la suite, on a eu cette fois-ci les années France 2, donc c'était les premières années où France 2 recevait l'Eurovision après que TF1 ait laissé tomber. Donc là, comme nous le disait Corentin un petit peu plus tôt lors du quiz, on a eu notamment Jean-Pierre Foucault à la présentation. Donc là, également un cadre assez clairement établi. Entre 83 et 87, c'était sur une soirée. On avait 14 chansons en compétition, sauf en 87 où ils étaient que 10. Et donc là, comme je viens de le dire, voilà des animateurs assez connus, même encore aujourd'hui, on va le dire, même si on les voit plus trop. Donc il y avait Jean-Pierre Foucault, même Marie-Myriam avait présenté avec Jean-Pierre Foucault en 83. On a eu Catherine Sellac 84-85, Patrice Laffont 85-86, Patrice Laffont qui avait même fait les commentaires pour la France jusqu'au début des années 90 même, Marie-Ange Nardi, Patrick Simpson en 1987. Voilà, donc après, autre fait intéressant, c'est que de 87 à 99, on a eu un grand trou concernant l'organisation des finales nationales. C'était que des sélections internes, et donc il a fallu que cette fois-ci, le concours passe sur France 3 pour qu'on ait de nouveau une finale nationale. Donc retour de finale nationale à la façon France 2, donc sur une soirée, toujours cette fois-ci sur France 3, c'était Julien Lepers qui a présenté ça en 1999 avec Karen Cheryl. Donc ils ont fait ça en 99 et en 2000. Donc une soirée télévote plus vote du jury. Donc première occasion peut-être qu'on a eu vraiment le télévote plus le jury ensemble en 50-50, puisqu'avant on pouvait avoir jury plus panel de spectateurs, où là c'était vraiment eux qui appelaient les gens et pas l'inverse. Donc là, du coup, c'était donc télévote. Et donc, une sélection assez intéressante, notamment en 99, où les langues régionales et même langues étrangères avaient été mises à l'avant, puisque en 99, on avait 2 chansons en hébreu, en basque, en arabe, et même en breton. Voilà. Et donc, on avait déjà des controverses à l'époque, puisqu'en 2000 notamment, il y a eu un grand désaccord entre le vote du jury et le vote du public. Le public ayant voté en 2000 massivement pour Jessica Ferlé et sa chanson Espoir, et le jury ayant fortement favorisé Sophia Bestari et On aura le ciel. On ne saura jamais si Espoir aurait fait mieux finalement qu'une avant-dernière place qu'on avait eu à Stockholm, mais bon, ça aurait pas été non plus difficile de faire mieux, je pense. À propos de Sophia Mestari, elle avait fait un feat avec un artiste qui s'appelle l'artiste. Et par cette histoire, l'artiste était tombé amoureux de cette fille qu'il écoutait en cachette. Ça, c'était une petite anecdote intéressante. Mais bon. C'est vrai qu'on a continué, voilà, contrairement à des tas d'artistes de l'Eurovision de cette époque-là, des années 90 et 2000, on a continué à voir Sophia Mestari, même jusqu'à plus de 10 ans après qu'elle ait participé au concours, même si c'était des apparitions très discrètes, entre guillemets, elle apparaissait toujours dans les émissions de variété, comme Lisa Angel aurait pu le faire, par exemple, chez Patrick Sébastien sur France 2, ou ce qu'ils avaient à l'époque sur France 3 le dimanche après-midi.
Alors, non, en fait, c'est pas dimanche après-midi, mais c'est plutôt le dimanche matin avec Pascal Sevran Voilà. sur France 2 avec Exact. Chanter la vie. Exactement, je m'en souviens moi de ce programme-là. Donc après 2000, on tombe voilà sur la période un peu plus récente. Donc là, il y a eu de nouveau un trou, hein, faut le dire, entre 2000 et 2005. 2005, France 3 veut essayer de retenter le coup. Cette fois-ci, ils ont Laurent Ruquier et Elsa Fayer comme animateurs. Et donc une sélection assez restreinte puisque c'était simplement 5 chansons. Et c'était pas, disons, extraordinaire. Bon, on connaît tous après le résultat aussi à l'Eurovision. C'est un peu, entre guillemets, l'effort, la continuité de l'effort qu'ils ont voulu faire et qui avait payé, pour moi qui ai vécu ça à l'époque, qui avait payé pour l'Eurovision Junior, c'est-à-dire que c'était un peu dans le même esprit, voilà, on a débuté à l'Eurovision Junior, on a fait un bon résultat, on va essayer de maintenir un peu le même système de finale nationale, un petit truc un peu comme ça, intime, avec pas beaucoup de chansons, et ça s'est pas vraiment bien retranscrit pour l'Eurovision Senior, malheureusement. En 2006, on secoue tout, on change tout, et on vient avec un nouveau format qui serait du coup dans l'histoire le premier format où on se concentrerait sur la sélection d'un artiste, d'un chanteur ou d'une chanteuse avant de penser à la chanson. Et donc c'était en 2006, ça s'appelait Et si c'était vous, simplement. On aimait déjà les questions à l'époque dans les titres. Bon, quoique c'est vous qui décidez, c'est pas vraiment une question, enfin peu importe. Donc 2006, Michel Drucker, Claude Gissiard, les commentateurs iconiques de, de l'Eurovision qui ont détesté l'ordi. Donc ils se sont tapés en gros sur plusieurs semaines une sélection à la The Voice. Maintenant je vous dis une bêtise, non, c'était pas à la The Voice, mais il y avait eu plus. C'est plutôt la liste de Star Academy et de nouvelles stars. Hein. Voilà, c'était ça. Et donc une finale qui a eu lieu en mars 2006. Ce qui était intéressant avec ce système-là et qui reviendra de façon plus développée en 2007, c'est qu'à l'époque, on avait des équipes, entre guillemets, en fonction des candidats. On avait l'équipe France 3, l'équipe France 2 et l'équipe RFO. C'était vraiment, en fait, un regroupement des différentes chaînes de France Télévisions qui s'étaient mobilisées pour ça. Et donc on a fini, comme chacun sait, avec la victoire de Virginie Pouchin, 42%. Qui devait à la base chanter Vous, Silou, une chanson qui devait être zouk, mais qu'elle se sentait pas à l'aise, qui avait écrit une balade, bon, qui a fait penser. Et pour la petite histoire, il y avait aussi Julien Lamasson. Pour ceux qui ne savent pas, c'était le chanteur de Colyoko qui avait fini en finale, mais qui a pas réussi à aller à Athènes. Donc en 2006, version plus développée 2007, pardon, version plus développée du système de 2006. Cette fois-ci, on change de présentateur parce que je pense pas que France 2 et France Télévisions, pardon, aient apprécié le fait que Julien Lepers sorte que l'ordi ressemblait à un groupe de personnes sorties tout droit du zoo de Vincennes. Donc, on revient à Julien Lepers et à Tex cette fois-ci. Et donc, c'est toutes les chaînes de France Télévisions, chacune, qui présente 2 artistes chacun. Et donc, on a donc France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO. Donc, ça nous fait 10 chansons, 10 artistes. Alors, il y a des groupes. Et donc, un vote qui s'est fait avec une super finale, comme ça se fait aujourd'hui, par exemple, en Estonie. Et donc, une super finale avec 2 chansons. On avait eu Méditer, On and On, qui était super sympa, je m'en souviens bien de ce truc-là. Et finalement, les Fatal Picard qui avaient gagné avec L'amour à la française. C'était la 3e fois que Julien Lepers était à la présentation d'une sélection nationale. On continue ensuite, on se rapproche à aujourd'hui. Il n'y a plus eu de sélection nationale entre 2008 et 2013 et on en est revenu malheureusement en 2014 avec Natacha Saint-Pierre qui du coup a utilisé comme vitrine son émission de variété qu'elle avait à l'époque tous les dimanches sur France 3 pour faire la sélection française de l'Eurovision. Alors c'était un truc très
simple, très restreint, version budget, très intimiste, on va dire. 3 chansons et un gagnant. Et donc on sait tous que c'était Twin Twin qui a gagné cette fois-ci en 2014 la sélection. Voilà, donc rien d'extraordinaire là-dessus. Et puis après 2014, et donc après la dernière en 2014, voilà un petit peu ratée, si on devrait vraiment faire une opinion sur cette organisation-là de finale nationale, on est arrivé à Destination Eurovision, et là c'était vraiment, même si Destination Eurovision, bon ça s'est arrêté pour diverses raisons, le passage entre 2014 et 2018 c'était vraiment le glow-up, pardon, j'en perds mon anglais, qu'on a pu avoir, peut-être le plus grand même dans l'histoire des finales nationales françaises, où là vraiment France 2 a écouté les fans, les groupes de fans et a fait en sorte de faire quelque chose qui plaisait vraiment, mais qui du coup bon après on commence un petit peu à basculer dans les opinions personnelles, mais qui était trop justement dans l'écoute de ce que voulaient les fans et pas assez euh, attirant pour le public général, on va dire. Euh, voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous refaire le détail de Destination Eurovision. Hein, c'est assez frais dans nos esprits. 3 soirées à chaque fois, 9 chansons par demi, 8 ou 9, et ensuite une finale à 8 chansons. 50-50 le vote, c'était les votes. Et jury international cette fois-ci. Il me semble que c'était bien d'ailleurs la première fois qu'on avait un jury international. Et donc voilà, c'était sympa en vrai, oui, tu peux le dire, Arthur, c'était sympa. Est-ce que quelqu'un veut parler, s'il vous plaît? J'ai plus de voix. C'était ça encore, ouais. J'ai j'ai l'impression du coup d'avoir fait une rubrique de 15 ans où j'ai dû faire chier tout le monde, je me suis démonté la voix, j'ai plus de voix. Et Corentin qui a dû décéder avec la chaleur et le son de ma voix. Pas encore. Non, pas encore. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire? Adil, t'as pas mal participé. Est-ce que toi, tu voudrais revenir à une version 1957 de la finale nationale avec un truc super chaotique qui se finit 3 jours avant l'Eurovision? Non. En fait, il faut faire en mode destination Eurovision. Bon, on va pas revenir sur les problèmes Madame Monsieur, pas pragmatique pour le concurrent, mais le système de vote qui est inégal entre la fanbase et les jurys. Enfin, je préfère qu'on fasse un destination Eurovision avec ses problèmes que le truc que France Télé nous avait fait avant. Hein. Alors oui, ce qui serait une question intéressante, si vous n'êtes pas endormi sur certains passages de ma présentation. Par exemple, Corentin, est-ce que tu as un format de finale nationale qu'on a eu dans le passé que tu penses qui pourrait remarcher de nouveau si si on y mettait vraiment les moyens et la qualité entre guillemets, parce qu'on a tout essayé en vrai, hein, qu'on y pense bien maintenant. Hein. Non, je pense qu'on n'a pas tout essayé. Non? Mais ce sera. Enfin, j'aimerais bien qu'on ait réussi à attirer des grands noms dans une sélection Eurovision. On ne pourra pas faire avec les formats qu'on a eu dans le passé ou qu'on a aujourd'hui. C'est un peu difficile de se projeter. J'ai un peu de mal à prendre un format qu'on a eu dans le passé et à me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le remettre à la page. C'est un peu compliqué de me projeter. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, moi je pense qu'on n'a pas tout essayé. Et ce sera une discussion pour un autre jour, parce que là, on commence un peu à manquer de temps. Arthur, rapidement, tu aurais un mot à dire sur peut-être un format dans le passé qui t'intéressait particulièrement? Alors, pas vraiment, mais étrangement, si je devais en choisir un, je prendrais 1957. Parce que, en fait, le fait que on ait une chanson par ville, je crois que c'était ça, hein, c'était 1957. Oui, On ait une chanson par ville, ça peut être vraiment sympa. oui, oui. Enfin, moi, j'avais pensé à ça à une époque. C'est dommage que France 3, qui à l'époque était en charge d'Eurovision, ait jamais vraiment profité du fait que c'était une chaîne régionale pour demander aux antennes régionales justement d'impliquer des groupes ou des artistes locaux et d'avoir vraiment une sélection nationale en mode comme ils avaient fait en Allemagne à une époque Bundesvision, un truc où chaque région aurait été représentée et on aurait eu voilà une espèce de vote, un espèce de mix Miss France Eurovision avec un régionalisme assez important. Je pense que ça, s'ils avaient eu les moyens
et l'idée, les capacités de le faire, ça aurait développé un engouement peut-être même plus important qu'on puisse l'imaginer, parce que franchement, même l'élection de Miss France, c'est tout bête, mais ça montre à quel point les gens ont un régionalisme assez important en France, et c'est ça qui cause aussi la popularité d'un programme qui est un peu désuet, quoi. Ouais, c'est peut-être le problème, ça aussi, que les gens votent uniquement pour leur région ou alors pour leur ville. Ça peut être un problème. Bah, c'est ça, mais disons que c'est jamais la majorité. Puis après, tu as toujours à l'Eurovision le vote qui est contrebalancé avec le jury. Donc, disons que ça va pas non plus polluer entre guillemets le résultat final fortement. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'aurais. Voilà, c'est ce qui se passe avec le junior quand on y pense. C'est vrai. Mais le junior, encore une fois, lui aussi, il est contrebalancé par le jury. Donc disons que ça se, c'est pas encore revenu à un niveau de justesse complet, mais disons que oui, c'est important, voilà, de penser à un système où ce sera pas trop, où les votes du public vont pas trop piétiner et endommager ou polluer le résultat final. Voilà, donc bon, comme je vous disais, on a différents formats qui s'est fait sur une soirée, qui sont faits sur une soirée ou sur plusieurs semaines. Nous, on sait déjà que pour 2021, si tout se passe bien, ce sera sur une soirée. Mais voilà, comme disait Corentin, moi je trouve que c'est un point très important et très intéressant. Et au-delà du fait qu'il faudra souligner aussi, comme on le disait dans un précédent numéro, la diversité des styles. Je pense que un des enjeux aussi de France 2, ce serait de créer une atmosphère, un programme, une ambiance, quelque chose qui serait accueillant pour des noms déjà établis. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait tout le charme et tout le succès des chansons suédoises et italiennes à l'Eurovision, c'est qu'ils impliquent vraiment des gens autant qui viennent de débuter dans la musique, on va dire quelques années, que des gens qui ont des carrières incroyables de plus de 40 ans. Et donc, ça fait partie aussi des enjeux à considérer à l'avenir pour les finales nationales françaises à l'Eurovision. Voilà, c'est sur cette note, je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc, pour le programme d'aujourd'hui, merci les gars d'avoir été là. Merci Adil pour ta participation, pour tes petites anecdotes sur la troisième partie. Comme ça, j'avais pas l'impression de me sentir trop seul et de décéder et de m'endormir moi-même en faisant ma partie. Merci Corentin. Bravo. T'as réussi à marquer un point cette semaine. Au quiz. Merci, ouais, c'est plus modeste que moi à l'idée de marquer un point. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à très vite donc, pour un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Bye bye.